Souvenirs de guerre du colonel Paul Gignoux. Les hommes de ma génération ont eu le privilège de voir se réaliser l'un des plus beaux rêves de l'humanité. Depuis des millénaires, rappelons-nous la légende d'Icare tombé en mer par suite de la désintégration de ses ailes. L'homme a toujours souhaité s'affranchir de la pesanteur et voler. Or, à la fin du siècle dernier, Adair construit l'Éole, premier avion digne de ce nom, à moteur à vapeur et hélice tractrice, et réalise donc dans le domaine des PRR le premier vol humain contrôlé d'environ 300 mètres. Au même moment, Lilienthal découvre le vol à voile. Malgré l'expérience de plusieurs centaines de vols, il payera de sa vie le fait que sa machine volante ne gardait et ne rétablissait la rectitude de son vol qu'en modifiant la position du corps de l'aviateur par rapport au centre de poussée de la surface portante. Au cours du dernier vol qui lui fut fatal, son appareil probablement déséquilibré par un rabattant s'engagea dans un vol piqué. Lilienthal ne put le redresser et fut tué par la violence de la chute. Après plus de 80 ans, de jeunes passionnés du vol sans moteur redécouvrent ce type de machine sous le nom de deltaplane. Mais le danger de ces appareils reste le même. Impossibilité de redressement de l'appareil engagé en violent piqué. Il ne faut donc pratiquer ce nouveau sport qu'avec des conditions atmosphériques très calmes, et c'est pour négliger cette précaution élémentaire que de nombreux accidents mortels se sont déjà produits. Toujours est-il qu'au tout début de ce siècle, et bien que de nombreux chercheurs de tout pays s'intéressaient au problème du vol humain, l'aviation n'en était encore qu'à ses balbutiements. Or, depuis mon enfance, vocation sans doute éveillée par un livre que je reçus pour mes étrennes, La navigation aérienne de Gilles Lecornu, je m'intéressais à toutes les nouvelles concernant la conquête de l'air. Je me souviens encore, petit garçon de 10 ans, découvrant dans Le Pèlerin, l'hebdomadaire que nous recevions à la maison, que 2 aviateurs américains avaient pour la première fois réalisé un vol de quelques centaines de mètres sur un aéroplane équipé d'un moteur à pétrole. Je me précipitai vers notre vieille gouvernante qui passa sa vie au service de notre famille pour lui demander anxieusement « Mariette, Mariette, est-ce que c'est vrai ?» Et puis les événements se succédèrent rapidement. Chanute et ses glissades aériennes sur une cellule biplane. Gabriel Voisin faisant remorquer sur la Seine un planeur par canot automobile. Wilbur Wright stupéfiant au camp d'Auvour les assistants à sa démonstration par la maîtrise de son pilotage. Il vendit du reste ses brevets 1 million or en 1907 à Lazare Weiler. Le Vavasseur inventant le premier moteur léger Antoinette de 50 chevaux, permettant à Henri Farman, sur avion Voisin, de remporter le prix Archdeacon du premier kilomètre en circuit fermé. La traversée de la Manche par Blériot en juillet 1909 sur un petit avion équipé d'un moteur 3 cylindres de motocyclette, au fuselage entoilé de papier. Et pour moi, ma première véritable rencontre avec l'aviation au meeting aérien de Lyon en 1910, où l'on peut voir Latam battre le record du monde de hauteur à 155 mètres, tandis que nous nous étendions à terre pour voir si Van der Born, qui devait gagner le Grand Prix de la distance, ne touchait pas le sol. Il ne dépassait pas quelques mètres de hauteur dans ses tours de piste. Le premier accident mortel du meeting, Ovette Michelin, tué par la chute d'un pylône, heurté par son avion Antoinette. À cette époque, il n'était pas question pour moi de construire même un planeur, mais le livre de Lecornu décrivait le petit modèle d'aéroplane à moteur à caoutchouc, et l'on pouvait trouver dans les bazars toutes les fournitures permettant la construction de ces petits avions. Sait-on encore aujourd'hui qu'en utilisant plusieurs brins de caoutchouc tordus sur eux-mêmes, on réalise un moteur donnant pendant quelques secondes une puissance massique très importante. Je pus réaliser un modèle qui parcourait quelques dizaines de mètres. Mais ce livre consacrait aussi plusieurs chapitres au cerf-volant, engin qui avait atteint, avec les travaux d'Hargrave en particulier, la possibilité d'enlever des charges importantes. C'est ainsi qu'avant la guerre de 1914, le commandant Saconnet construisit des cerfs-volants cellulaires d'assez grande dimension, qui, accouplés en train, sur un même câble d'acier, permettaient à un officier d'être enlevé à plusieurs centaines de mètres dans une petite nacelle d'osier, en vue d'observation militaire. Aussi, pris d'un bel enthousiasme, je construisis un grand nombre de cerfs-volants. J'ai malheureusement égaré le carnet sur lequel je notais les caractéristiques des différents modèles,
mais je me souviens que j'arrivais au nombre impressionnant de 29. Le livre de Lecornu décrivait en effet de nombreux types de ces engins, depuis des cerfs-volants constitués par une simple croix de 2 baguettes entoilées, stabilisées par une queue de papillon de papier, jusqu'au cerf-volant cellulaire Hargrave. C'était le type utilisé par Saconnet, et surtout au cellulaire Lecornu. Le plus réussi de mes cerfs-volants fut un multicellulaire Lecornu à 16 cellules, qui était remarquablement stable, et avec lequel je fis même des essais de photographies aériennes. J'utilisais un modeste appareil ayant la forme d'une boîte carrée, le déclenchement de l'interrupteur étant obtenu par une mèche d'amadou qui maintenait un ressort comprimé jusqu'au moment où, la mèche ayant brûlé, le ressort était libéré et actionnait l'interrupteur de l'appareil photo. Pendant près de 3 ans, j'utilisais comme terrain de lancement le champ de manœuvre militaire de la Sarah, aujourd'hui couvert d'habitations, dont les Lyonnais associent le nom à la piste artificielle de ski créée par Louis Pradel. Du cerf-volant, je passais tout naturellement au planeur, quand j'eus les moyens de le construire. Après un premier appareil monoplan que j'essayais sans succès dans le grand pré de notre propriété du Grillon, nous entreprîmes avec 2 camarades de l'école centrale lyonnaise, et le cousin de l'un d'entre eux, la construction d'un planeur biplan de 6,80 m d'envergure et d'un peu plus de 5 mètres de longueur. J'en conserve les photographies, et surtout celle du planeur en vol à près de 7 mètres de haut, piloté par notre ami Moulin. Ce planeur fut construit par nous 4 dans notre propriété du Grillon. La presse de l'époque rendit compte de l'événement sous le titre « Un aéroplane à bicyclette », car les constructeurs n'étant pas riches, l'appareil fut transporté du Grillon à Dardilly, dans la propriété Moulin, où eurent lieu les essais, en utilisant 4 bicyclettes. Le fuselage d'une part et les ailes démontées d'autre part étaient attachés entre selle et guidon. Par prudence, bien que la circulation routière n'avait aucune comparaison avec ce qu'elle est aujourd'hui, le départ fut fixé à 5 heures du matin. Une fois l'appareil remonté à Dardilly, nous eûmes le plaisir de procéder à de modestes glissades aériennes. Le départ était extrêmement facile, le pilote s'accrochait à la partie inférieure du fuselage, les 3 autres camarades étaient placés, 2 au bout de chaque aile, le 3e à la queue du planeur. L'appareil pesant environ 35 kilos, la sustentation était presque immédiate. Pour ma part, je n'arrivais à quitter le sol que pendant quelques mètres, mais c'était quand même une sensation nouvelle que de se sentir porté par l'air, même pendant quelques secondes. Comme la photographie dont je parlais plus haut en garde le souvenir, c'est notre ami Moulin qui se révéla le plus habile et réalisa un véritable vol.